Mais en fait, le système de la terreur dans les territoires occupés a été instauré sous Staline. Et je voudrais que Stéphane Courtois, l'historien, qui est, comme vous savez, était le directeur de l'ouvrage Le Livre noir du communisme et, avec moi, co-directeur du Livre noir de Vladimir Poutine, nous parle un peu de ce système. Viens, Stéphane. Tu veux être debout ou assis? Alors, assis. Hein? Assis. Assis. Vu mon grand âge. Oui, alors assieds-toi. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être toujours là à une heure avancée. Galia vient de me confier que je vais pouvoir parler 5 secondes, donc tout va bien. Elle m'avait proposé de vous évoquer l'arrière-plan historique de cette terreur poutinienne en 10 minutes, comme aurait dit le général de Gaulle, très vaste programme. Mais je vous avais donc préparé un petit topo. Mais maintenant que j'ai vu le film, je vais juste aborder 3 points, à mon avis, tout à fait essentiels. Et d'abord, je vais évoquer quelque chose qui m'a beaucoup étonné, que vous avez sans doute vu dans le Figaro d'il y a 3 jours, une très longue interview d'1 page d'Emmanuel Carrère, qui est le scénariste du film qu'on va nous présenter, du Mage du Kremlin, tiré du livre de Monsieur Da Empoli, dont je ne dirai pas très poliment ce que je pense. Or, c'est tout à fait surprenant. Emmanuel Carrère, dans cette interview d'1 page, nous parle de la Russie, depuis 30 ans, l'évolution de la Russie, etc., en reprenant les clichés les plus éculés, vous savez, l'âme russe, les vastes espaces, etc., etc. Pas un mot sur l'Ukraine. Pas un mot sur le régime communiste. Rien. La Russie d'aujourd'hui n'a rien à voir avec les 74 ans de régime totalitaire communiste. Quand même, Bernard-Henri Lévy a évoqué très modestement la frivolité d'un certain nombre de personnes aux États-Unis et en France concernant la Russie, mais là, je trouve que ça dépasse vraiment l'entendement. D'autant que il n'y a pas besoin de parler le russe pour savoir ce qu'a été la terreur dans le régime totalitaire stalinien, bien sûr, évoqué par Galia, mais me concernant, j'ajouterai en tant qu'historien léniniste, parce que c'est bien Lénine qui a inventé, créé, imposé tout ce système entre 1917 et 1922. Alors, quand je vois ce film, j'ai l'impression d'un saut en arrière. J'ai l'impression d'un saut en arrière de 90 ans. 2026, 1937, la Grande Terreur. La Grande Terreur, 1937-1938, en 14 mois, le NKVD, héritier de la célèbre Tchéka, va faire assassiner d'une balle dans la tête plus de 700 000 personnes et va faire déporter au goulag sans droit de correspondance, c'est-à-dire définitivement, plus de 700 000 autres. Bon, et c'est à ce moment-là que se met en place, je dirais, presque une codification de la terreur de masse par le NKVD, à travers tout un processus. Alors, reprenons les points un par un. D'abord, l'enlèvement. L'enlèvement de la victime. Alors, souvent chez elle la nuit, d'ailleurs, bon, on a eu quelques témoignages, parfois dans la rue, parfois au travail, mais en général, dans le plus grand secret. Et j'insiste sur ce point, parce que la Grande Terreur a, d'une certaine manière, modifié les méthodes de terreur de masse du régime soviétique. Pendant la guerre civile, et jusqu'en 1922-23, la terreur pratiquée par la Tchéka était une terreur spectaculaire. Spectaculaire. On fusillait massivement, publiquement, on massacrait, histoire de tétaniser tous les ennemis du régime. Bon. Avec Staline, on change de méthode. On fait une terreur secrète. Or, le secret est un élément très important de la terreur. Vous avez vu comment toutes ces femmes qui sont dans l'absence totale d'informations sur le sort de leur mari ou de leur compagnon sont effectivement terrorisées. Hein. Donc, le secret est un élément essentiel de cette terreur de masse mise en place par Staline, en particulier à partir de 1936-37.
Donc, enlèvement dans le plus grand secret, immédiatement, séance de torture. Hein. Les personnes arrêtées étaient immédiatement emmenées dans les locaux du NKVD et immédiatement torturées sauvagement, massivement, hein, de manière ininterrompue, de manière à les briser tout simplement. Hein. Alors je sais bien que, en particulier en France, on nous explique souvent que pendant la résistance, tous ces résistants résistaient à la torture de la Gestapo, etc. Je suis désolé de dire qu'ayant vu des quantités d'archives sur ce qui s'est passé pendant la guerre, malheureusement, ce qui est tout à fait normal, très peu de gens résistaient à la torture, hein, tout simplement parce que la vraie torture appliquée par des tortionnaires professionnels, j'insiste et on va y revenir sur ce point, sur la question des bourreaux, c'est quelque chose qui est tout simplement insupportable. Vous pouvez tenir 1 jour, 2 jours, 3 jours, 8 jours, jusqu'au moment où vous craquez. Bon, le troisième objectif, c'est de vous faire avouer quelque chose que vous n'avez pas fait. Ça, c'est très important à comprendre et c'est très bien dit dans le film. On veut absolument arracher à ces gens qu'on torture jour et nuit des aveux, entre guillemets, sur des faits totalement imaginaires, inventés. Vous êtes un espion, vous êtes un agent de ceci, vous êtes un agent de cela. Il est indispensable pour les bourreaux d'obtenir cet aveu. Bon, il est intéressant de constater qu'un homme qui, de toute évidence, ne voulait pas avouer, ou pire peut-être, avait avoué, décide de se suicider. Parce qu'il ne supporte plus. Hein. Donc voilà, ça, il faut bien comprendre ça. L'objectif des bourreaux, c'est d'abord de vous arracher des aveux sur des faits imaginaires. Très important de souligner ça, des faits imaginaires. Et puis ensuite, évidemment, l'accusé est brisé, il a fait ses aveux, il a signé ses aveux. Hein, à partir de ce moment-là, bon, très bien, on va le mettre de côté, et puis on va ensuite, pendant la Grande Terreur, on va le faire passer devant une troïka, c'est-à-dire 2 ou 3 personnages du NKVD, qui, disposant, avec un juge, bien sûr, hein, parce qu'il faut que les choses soient légales, hein, disposant des fameux aveux, va dire, eh bien voilà, monsieur, hein, vous avez fait ceci et cela, et donc, eh bien, vous êtes condamné en première catégorie, peine de mort, ou deuxième catégorie, goulag. Hein. Donc voilà. Et c'est très exactement ce que le film nous raconte. Ce sont exactement les mêmes méthodes, hein, avec évidemment ensuite la disparition. Alors pour l'instant, on ne nous parle pas de fusillade d'accusés. On ne nous dit pas que certains de ces accusés ont été exécutés. Mais ce qui est clair, c'est que des quantités énormes ont disparu. Leurs femmes espèrent qu'ils vont réapparaître. Qu'en savons-nous? Rien du tout. Ils ont peut-être été déjà exécutés depuis longtemps. Hein. Je vous rappelle que, à la suite de la Grande Terreur, des centaines de milliers, je dis bien des centaines de milliers, puisque j'ai évoqué plus de 700 000 déportés au goulag sans droit de correspondance, leurs familles pensaient finir par les retrouver. C'est seulement après 1956 et un certain nombre de réhabilitations sous Khrouchtchev que les familles ont découvert que leur père, leur mari, leur frère, etc., étaient morts au bout de 3 mois, hein, et qu'on leur faisait croire que peut-être ils reviendraient, elles l'espéraient. Hein. Donc le mensonge, hein, ce sont les 2 grands phénomènes du régime totalitaire soviétique, la terreur de masse, parce que sans terreur de masse, ce type de régime totalitaire ne tiendrait pas 6 mois. Ben, regardez ce qui se passe en Iran à l'heure même où nous parlons. On assassine par milliers dans les rues, etc. On torture massivement, etc. Et contre-exemple, regardez ce qui est arrivé en Syrie à monsieur Bachar el-Assad quand ses forces de sécurité l'ont lâché. Plouf, le régime s'est écroulé en 2 heures. Hein. Donc, la terreur de masse est absolument fondamentale dans ce type de régime totalitaire, mais le mensonge est aussi un élément essentiel du fonctionnement du régime. Hein. Donc ça c'est très important et donc véritablement on connaît tous, enfin tous les gens informés et tous les gens qui veulent s'informer peuvent savoir parfaitement ce qui s'est passé en URSS en 1937-38 et ensuite, hein, toutes les archives sont là. Nicolas Werth, dans le livre noir du communisme, a fait un chapitre fondamental sur toute cette histoire. Hein. Tout le monde peut y accéder. Il n'y a pas besoin de connaître le russe. Hein. Donc voilà.
Deuxième point sur lequel je voudrais revenir, la Grande Terreur concernait des citoyens soviétiques. Bon. En 1939, à la suite de la merveilleuse alliance entre Hitler et Staline, l'armée rouge pénètre en Pologne le 17 septembre 1939, et à ce moment-là, nous commençons à être dans la même situation que l'Ukraine d'aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire, l'Union soviétique pénètre dans un territoire qui n'est pas le sien, et qu'elle veut absolument conquérir, et surtout soviétiser, communiser, à qui elle veut imposer son propre régime, alors que les gens n'en veulent pas. Hein. Et donc là, on a un autre exemple très intéressant. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour rendre hommage posthume, puisqu'il est décédé il y a 3 semaines, à un très grand historien polonais, Andrzej Paszkowski, qui, dans le livre noir du communisme, et vous pourrez facilement le retrouver, a fait un magnifique chapitre sur l'occupation de la Pologne par l'Union soviétique à partir de 1939 et la manière dont les soviétiques, enfin le régime soviétique a traité les Polonais durant toutes ces périodes des années 30 jusqu'aux années 70, hein, et il est malheureusement décédé, mais en tout cas, vous pouvez le relire, vous verrez la similitude des méthodes. Alors les méthodes, c'est celles qu'on a vues là. Kidnapping, on enlève les gens, selon les mêmes méthodes que la Grande Terreur de 37-38, et puis on essaye de les retourner. On essaye d'en faire des citoyens soviétiques. On essaye de les obliger à adhérer au régime. En général, il y en a très peu qui acceptent. Donc, c'est le goulag. Mais dans le cas polonais, c'est beaucoup plus. C'est des fusillades massives. Hein, c'est des fusillades massives avec, en particulier, les fameuses fusillades des officiers polonais. Hein, ceux de Katyn, 4400 et quelques, hein, et là encore, avec le secret absolu, dans le plus grand secret. Hein. Si les nazis n'avaient pas découvert le charnier de Katyn, on n'aurait jamais su que les officiers polonais avaient été exécutés. Je rappelle qu'en 1942, le chef du gouvernement polonais en exil à Londres, le général Sikorski, s'est rendu au Kremlin, il a rencontré Staline et Molotov, il a évoqué le problème des officiers polonais. Staline a dit, mais, mon pauvre ami, c'était vous le chef de l'armée polonaise, moi je ne sais pas où sont vos officiers. Hein, alors qu'il avait, le 5 mars 1940, signé l'acte d'exécution. Molotov aussi l'avait signé. Donc, vous voyez, toujours la même chose. La terreur de masse, le secret, le mensonge, hein, c'est la base. Or, c'est très exactement ce que nous voyons s'appliquer tous les jours dans l'Ukraine occupée et maintenant en Russie, puisque beaucoup de ces gens-là, de toute évidence, ont été transférés en Russie et vont tomber sous le coup de la loi en Russie. Alors, on a évoqué l'idée d'inculper au niveau de la justice internationale tous les policiers et tous les hommes de main qui font tout ça, mais il faudrait aussi inculper les juges, parce que tout ça est prétendument légalisé par des juges, par des procès, etc. Procès secrets, bien entendu, hein. Et ensuite, ces gens-là sont mis en prison dans des conditions abominables. Il y a un exemple très simple à connaître, c'est celui d'Alexandre Navalny. Il suffit de voir comment Alexandre Navalny a été détruit systématiquement, jour après jour, dans des conditions de détention abominables. Bien. Alors, dernier point que je voudrais aborder, c'est le problème des bourreaux, qui est quand même extraordinairement intéressant, parce que, alors ça me renvoie encore plus loin que la Grande Terreur, ça me renvoie à Dostoïevski. Vous savez qu'en 1869, il y avait un petit groupe, tout petit, 7 ou 8 types révolutionnaires sous la direction d'un certain Netchaïev qui se prétendait révolutionnaire. Et puis il y a un des gars du groupe qui a quitté le groupe en disant bon, ça m'intéresse pas. Et puis de toute manière, ce Netchaïev est un mégalomane, etc. Netchaïev a pris la mouche et il a décidé de faire assassiner le dissident, si je puis dire, par les autres. Bon. Comme c'était des débutants en révolution, ils n'étaient pas professionnels du crime, ils se sont évidemment fait prendre, ils ont jeté le corps de la victime dans un étang, ils ne savaient pas qu'un corps jeté dans un étang peut remonter à la surface, donc ils se sont fait prendre. Ça a été, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on a oublié, mais à l'époque ça a été un scandale international. Les gens comprenaient qu'un révolutionnaire peut assassiner quelqu'un du pouvoir, mais assassiner quelqu'un de son propre groupe, ça paraissait insensé.
Ça l'était d'ailleurs, mais bon. Hein. Et donc, Dostoïevski, à ce moment-là, était en train de se soigner en cure en Allemagne ou en Suisse, je ne sais plus. Et évidemment, par la presse, il a appris tout ça. D'un seul coup, il a arrêté tout ce qu'il faisait parce que ça lui a semblé quelque chose de fondamental. Et de là est sorti son fameux roman « Les démons ou les possédés », selon que vous le traduisez d'une manière ou d'une autre, qui est vraiment un roman emblématique de ce qu'est la nature du révolutionnaire. Bon. Or, j'ai lu dans des travaux que pendant qu'il préparait ce roman, il envoie une correspondance à un ami et il lui dit « Je crois que j'ai compris le type d'homme qui est capable de faire ça. » Alors effectivement, pour faire ce genre de travail dans un régime totalitaire, il faut un certain type d'homme. Je vous pose la question simplement, seriez-vous prêt à faire ce que nous le travail des bourreaux que nous avons vu à l'écran? Bon, chacun peut se poser cette question, vous savez. Il faut se la poser. En tant qu'historien, moi, je me la pose. Bon. Or, depuis quelques années, nous avons maintenant des travaux remarquables sur les bourreaux soviétiques. En particulier de notre collègue de l'association Mémorial, Nikita Petrov, qui, dans un livre que j'ai publié il y a 3 ans, je crois, qui s'intitule « De la cruauté en politique », m'a donné un chapitre extraordinaire sur les bourreaux de Staline. Et là, nous découvrons, effectivement, il raconte qui sont ces gens-là, d'où ils viennent, comment ils ont été formés, quelle est leur carrière, parce que ce sont des gens qui font carrière, jusqu'au grade de général, pratiquement, au sein du NKVD. Et nous découvrons un homme dont je n'avais personnellement jamais entendu parler. Je crois connaître un petit peu quelque chose du communisme. Je n'avais jamais entendu parler de cette personne. Ça y est, son nom m'échappe à l'instant, évidemment. Merci. Vassili Blokhin. Parce que il porte le nom d'un grand gardien de but soviétique, de l'époque soviétique, Blokhin. Vassili Blokhin. Bon, Vassili Blokhin, qui a monté tout le cursus honorum du NKVD et qui a fini au plus haut, qui était sous surveillance, sous contrôle constant de Staline personnellement. C'est-à-dire que Staline régulièrement demandait à son principal garde du corps, Vlasic, que devient Blokhin, que fait Blokhin, où est Blokhin, etc. On lui attribuait régulièrement de grandes récompenses, ordre du drapeau rouge, ordre de Lénine, ordre de ceci, ordre de cela, avec chaque fois des gratifications en numéraire. On lui a même offert une montre en or, cadeau personnel, une voiture, bon, enfin vraiment un revolver d'honneur. Ah oui, ça peut servir. Bon, oui, non, mais c'est tout à fait ahurissant. Il faut voir dans quel milieu on fonctionne. Or, cet homme qui a obtenu tellement de gratifications, etc., et qui a travaillé pendant pratiquement 30 ans dans ce travail, qui était le bourreau en chef de la Loubianka, Nikita Petrov estime que cet homme a assassiné de sa propre main, d'une balle dans la tête, environ, parce que quand on aime, on ne compte pas, environ 15 000 personnes. Alors ça donne à penser sur le fameux type d'homme dont nous parle Dostoïevski. Qui sont ces gens? Alors ça pose un autre problème, je vais terminer là-dessus. Je travaille sur le communisme depuis plus de 50 ans. Je l'ai moi-même été, donc j'ai une certaine connaissance de l'intérieur, mais pas du communisme français, d'un communisme beaucoup plus extrémiste, maoïste, des années 68. Comment comprendre ce dispositif? J'ai longtemps pensé, moi, que les communistes, à commencer par moi-même, nous étions tous des gens de bon sens, des gens qui voulaient le bien de l'humanité, etc. Et qu'en réalité, c'est à cause de notre participation à telle ou telle organisation communiste que nous avions été entraînés dans des phénomènes de violence, voire de violence extrême. Bon. En France, heureusement, ça s'est limité. Il y a eu un certain ministre de l'Intérieur, Monsieur Marcellin, qui a pris les choses sérieusement et qui nous a fait comprendre qu'il était urgent d'arrêter. Ce que nous avons fait, pour l'essentiel, ce qui n'était pas le cas en Italie, ce qui n'était pas le cas en Allemagne. Bon.
En réalité, j'ai fini par comprendre que c'est le contraire. C'est-à-dire que le communisme émet des messages de très grande violence. Le message de la guerre de classe, le message de l'extermination des ennemis, etc., etc. Et c'est justement ce message qui attire des gens qui ont une propension personnelle à faire ce type de pratique, avoir ce type de travail, d'extermination, etc. Hein. Ça attire comme un aimant, justement, le type d'homme qui va faire le travail. Hein. Donc ça, c'est important de comprendre ça. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que des messages d'une extrême violence, comme ceux des communistes, comme ceux des islamistes, hein, comme ceux des fascistes, évidemment, et des nazis, ces messages, ce ne sont pas seulement des discours idéologiques. Ce sont des messages pratiques qui permettent d'attirer le type d'homme qui va permettre de faire le travail. Ça, c'est très important de comprendre ça, hein, je crois. Et donc, pour terminer, je voudrais revenir à ce que j'ai lu dans le Figaro il y a 3 jours. Je suis quand même totalement stupéfait de voir que quelqu'un qui connaît très bien la Russie, Monsieur Emmanuel Carrère, puisse faire une interview d'une pleine page sans évoquer une seule fois l'Ukraine, l'Union soviétique, Staline, Lénine, la torture, la terreur de masse, l'année 1937, c'est quand même très stupéfiant. Cela dit, j'ai constaté depuis 2 semaines qu'était revenu sur la chaîne CNews l'ancienne responsable de Russia Today, tout à fait stupéfiant. Enfin, cette dame n'est pas française, elle est russe. On pourrait l'expulser demain matin en disant « Madame, vous venez tenir… » Parce qu'elle tient des propos, elle tient des propos contre la France. Hein. Elle se moque du président de la République, elle se moque de la France, etc. Bon, c'est tout à fait ahurissant. Hein, donc voilà, on est comme le disait Bernard-Henri Lévy, dans une certaine frivolité qui est tout à fait insupportable. Hein, et heureusement, on a un film qui rappelle la réalité des faits. Hein, et les faits sont dramatiques, tragiques, atroces, insupportables. Et il serait temps que la France et l'Europe réagissent beaucoup plus fortement qu'elles ne le font pour le moment.